Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Avec nous ce matin pour commenter l'actualité, comme on le sait d'ailleurs, l'actualité c'est cette annonce kenyane, ou encore cette manifestation, je dirais, de la volonté d'assumer le leadership d'une force qui sera donc déployée en Haïti en vue de faire face à l'insécurité, surtout aux bandits armés. Notre invité, c'est Ricardo Germain, spécialiste en défense et sécurité, pour justement nous aider à comprendre la situation et surtout pour la commenter. Bonjour Ricardo Germain, merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Bonjour Wendell, bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau pour commenter avec vous l'actualité. La nation, je dirais, retient son souffle. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que 1000 policiers vont suffire pour faire face, alors qu'en Haïti, nous avons plus de 10 000 déjà? Et qu'est-ce que ça vous dit, cette annonce kenyane qui a fait savoir qu'elle serait, en fait, que le pays serait prêt à envoyer, à prendre la tête d'une mission en Haïti, d'une force internationale en Haïti. Qu'est-ce que ça vous dit après avoir appris la nouvelle? Déjà, c'est une annonce, ce n'est pas un fait. Et cela voudrait dire que la mission qui va être envoyée par le Kenya, ce sera une mission d'évaluation tout d'abord, composée de policiers. Ensuite, il va falloir l'autorisation, si vous voulez, l'aval du Conseil de sécurité pour déployer une mission de paix en tant que telle. Non mais écoutez, est-ce qu'on peut parler de mission de 1000 policiers? Et bon, on parle de leadership, on parle, alors que vous nous parlez de mission d'évaluation. Déjà, pour prendre le leadership de la mission, il faut avoir une idée de ce qui se passe sur le terrain. Il faut évaluer la situation, prendre le pôle. C'est ce qu'est en train de faire le Kenya, je pense. Maintenant, pour ce qui concerne la composition de la mission et son mandat, le cadre de son intervention, et ça, comme l'a annoncé si bien le Kenya, il est du ressort du Conseil de sécurité. Maintenant, est-ce que le Conseil de sécurité sera unanime pour le déploiement de cette mission? Ça, je n'en suis pas sûr. Et toutefois, on peut aller au-delà du cadre du Conseil de sécurité et faire appel à la résolution Akison. Et là, c'est une résolution qui donne droit à l'Assemblée générale de décider pour le déploiement d'une mission de paix. Alors, le flou, c'est que le Kenya annonce son intention de prendre la tête de la force. OK? On parle de 1000 policiers. Vous nous dites que ce sera d'abord une mission d'évaluation. Maintenant, est-ce que ça veut dire après cette évaluation, le Kenya aura aussi à déployer des militaires ou bien des polices militaires? S'il prend la tête de la mission, donc c'est sûr qu'il aura à déployer des troupes. Maintenant, pour savoir quel genre de troupes, faudrait-il qu'il y ait cette évaluation pour voir si c'est effectivement un problème policier qu'il y a en Haïti, ou du moins si c'est un problème qui dépasse le cadre de la police, et là, pour qu'on puisse faire appel à des militaires. Cette mission d'évaluation, à votre avis, si elle est approuvée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, est-ce qu'elle prendra du temps pour l'évaluation? L'évaluation, à mon avis, ça ne prendra pas du temps parce que les éléments d'analyse sont déjà là. Maintenant, il reste à confirmer ces éléments d'analyse-là. Maintenant, puisque le contexte est évolutif, donc il faut quand même cette mission pour voir effectivement si on va partir sur de nouvelles bases ou si on va considérer les éléments d'analyse précédents. Ouais, à quoi bon agir en deux temps si les éléments sont déjà connus? Non, je viens de vous le dire, c'est que le contexte est évolutif. Parce que ce qu'il y a est
il n'y a pas trop longtemps qu'on a connu le mouvement Bois-Calais. C'était pas un élément du contexte, c'était nouveau. Maintenant, puisque le mouvement a perdu en ampleur, là encore, on peut dire que voilà, le contexte, là encore, il a évolué. Parce que c'est toujours comme ça dans ce genre de crise, parce que ça bouge tout le temps, ce n'est pas statique, la dynamique. Pouvez-vous nous parler de l'expérience kenyane dans ce genre de mission? Je peux vous dire que... Est-ce que le Kenya a une expérience de effectivement, terrain? le Kenya a une expérience dans ce genre de mission, d'abord comme médiateur, parce que le Kenya a participé dans des exercices de médiation en Soudan, je crois. Et en plus, le Kenya, il arrive au Kenya de déployer des troupes sur le terrain, notamment pour combattre les Shebabs en Somalie. Et en ce sens, il faut dire que le Kenya est membre de la MISOM, qui est la mission de l'Union africaine en Somalie. Et là, présentement, le Kenya a déployé, je ne peux pas dire présentement, mais tout récemment, le Kenya avait déployé des troupes en République démocratique du Congo pour combattre le mouvement M23. Donc, en ce sens-là, le Kenya a cette expérience. Et en plus que le Kenya a traversé des moments difficiles comme en Haïti, je crois que c'était durant les années 2007-2008 où il y avait une violence accrue à la suite des résultats des élections. Donc vous pensez que c'est pas... Alors, votre opinion, le Kenya serait à la hauteur de cette mission? Je le pense. D'ailleurs, il a intérêt en tant que puissance régionale émergente pour réussir cette mission afin de s'affirmer sur la scène internationale et de travailler son influence également. Vous avez dit qu'en tant que puissance régionale émergente? Oui, en fait, c'est le premier pays en termes d'économie, en termes de puissance économique, pardon, en Afrique de l'Ouest. Mais aussi, c'est un pays relativement stable. Je dis relativement stable parce que tout récemment, il y a eu des troubles au Kenya, mais sinon, c'est un pays stable. Prendre la tête d'une force internationale, en tant que spécialiste en défense et sécurité, qu'est-ce que cela implique, selon vous? Quand vous dites qu'est-ce que cela implique, est-ce que c'est en termes de coûts politiques? Coûts, troupes, moyens, matériel? Effectivement, ça implique un coût financier, bien entendu, même quand ce sont... En fait, si on parle de mission multinationale, ce n'est pas encore une mission onusienne dont on parle. Il peut y avoir une mission multinationale sans être une mission onusienne, il y a ça également. Mais de toute façon, s'il doit y avoir un coût... Établissez la différence pour le public. Par exemple, la MISOM, c'est une mission. La MISOM qui est une mission de l'Union africaine en Somalie. Donc c'est une mission qui a reçu l'aval du Conseil de sécurité, mais ce n'est pas une mission des Nations Unies. Donc voilà, donc il y a ça également. Et il faut dire en parenthèse... Quand vous parlez de mission des Nations Unies, vous faites allusion au casque bleu. Au casque bleu. Aux forces de maintien de la paix. Justement. Par exemple, quand c'est l'Union africaine qui dirige ce genre de mission, là, c'est le casque vert. Donc, c'était une parenthèse parce qu'il faut dire que je parle en ce sens, c'est parce que le Kenya a le support de l'Union africaine. Parce qu'il a déjà manifesté cette intention-là depuis le 26 septembre lors d'une réunion du Conseil de sécurité. Et là, il parlait au nom du Kenya, mais également au nom de l'Union africaine. Maintenant, pour retourner à la question qui a été posée... Juste un moment. Vous avez dit que le Kenya, en septembre, avait déjà exprimé le désir de prendre la tête d'une mission... d'une force. Pas en ces mots, mais il avait manifesté son intention de vouloir. Et alors, le Kenya avait voulu être partie prenante pour la résolution de la crise haïtienne. Donc, le Kenya l'avait déclaré. Et quelles étaient les raisons? Et à cette époque-là, le Kenya était membre du Conseil de sécurité. Et quelles étaient les raisons? Les raisons, c'est d'abord, le Kenya est une puissance régionale émergente, donc qui a intérêt à se projeter sur la scène internationale, et Haïti offre cette vitrine tout justement. Et en plus, le Kenya Permettez que je vous arrête encore une fois. Donc quand une force, ou bien quand un pays affirme vouloir venir aider,
ce n'est pas vraiment pour aider le pays en question, c'est son intérêt d'abord. Assez souvent, c'est du donnant-donnant. On vient, OK, il y a un problème, mais aussi, on doit tirer parti de ce problème-là. Pas nécessairement tirer parti aux dépens du pays d'accueil, mais juste, ne serait-ce pour s'affirmer sur la scène internationale, pour gagner en influence. Donc, en plus, il faut dire que le Kenya n'a pas de relations diplomatiques, à ma connaissance, le Kenya n'a pas encore de relations diplomatiques avec Haïti. Donc, c'est l'occasion pour le Kenya de pouvoir construire, si vous voulez tisser ce lien-là avec Haïti. Donc, il en profite. Vous allez dire quelque chose tout à l'heure quand je vous ai interrompu. Non, c'était pour vous dire que pour chaque mission de paix, effectivement, il y a des coûts financiers, même si c'est le pays les pays qui vont composer cette mission-là, qui vont assumer les frais. Qui vont assumer les frais. Partageront tout ces coûts-là, mais il y a aussi des coûts politiques, il y a aussi des coûts humains, parce qu'il faut dire que le risque en termes de coûts humains, il est quand même grand, parce qu'il peut y avoir des pertes des deux côtés. Si toutefois ce serait une mission d'intervention, parce que ça peut être une mission d'assistance et une mission d'intervention directe. En ce qui nous concerne, qu'est-ce qui conviendrait mieux? Là, ce n'est pas à moi de le dire. Donc maintenant, c'est après l'évaluation de la situation. Donc, et après accord avec les autorités haïtiennes, on saura si ça doit être une mission d'intervention directe ou une mission d'assistance qui devra conseiller la police nationale d'Haïti ou pourquoi pas les forces armées d'Haïti. Cette nouvelle, si je peux le dire ainsi, quoique vous ayez parlé d'annonce, est tombée au cours du week-end. Le citoyen moyen, par exemple, le citoyen moyen qui écoute les radios ou bien qui peut facilement prendre connaissance de cette information sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il doit comprendre? Qu'est-ce qu'il doit savoir? Alors, je vous pose la question, c'est tout simplement parce que c'est une nouvelle qui est tombée, comme je viens de le dire, au cours du week-end dernier. Et ce matin, tous les médias en parlent, puisque tout le monde est concerné, surtout avec ce qui se passe à travers le pays. Et aujourd'hui, les gangs ou les bandes armées qui gagnent du terrain, qui font du tort à la société, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, qu'est-ce qu'il doit savoir? Est-ce qu'il doit comprendre qu'on est au bout du tunnel ou encore on a du chemin à parcourir dans la démarche visant, par exemple, à permettre aux citoyens de vivre dans la sérénité, dans la tranquillité en Haïti aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il doit savoir? Déjà, c'est déjà un premier pas. C'est déjà un premier pas, l'annonce de cette mission-là, parce qu'il y a certes des désaccords au sujet de ces déploiements de troupes, et s'il y en aura, mais aussi il y a des gens qui Pourquoi vous dites s'il y en aura? Parce que ce n'est pas pour la première fois que ça revient sur la table, qu'il va y avoir un déploiement de force en Haïti, et puis ça tarde encore. Donc, parce que là, il faut dire que voilà, les gens qui sont contre ce déploiement-là, ils ont également leurs moyens de pression, non seulement pour retarder ça, ou du moins pour faire pression sur la communauté internationale pour dire que voilà, Haïti n'a pas besoin de cette mission. Donc, il ne faut pas sous-estimer cette capacité-là des gens qui sont contre. J'entends non seulement la population, mais également les acteurs politiques. Et donc, si il y en aura, il faut rester prudent en ce sens. Maintenant, ce que doit comprendre la population, c'est un premier pas. Déjà, aucun pays ne voulait prendre cette responsabilité-là. Le Kenya, il l'a pris. Et l'a déclaré ouvertement. Donc, c'est déjà un premier pas. Mais maintenant, si l'intervention aura lieu, est-ce que ce sera la résolution du problème? Je n'y crois pas, parce que ça va plus loin que ce problème de sécurité. C'est aussi un problème social. Et en plus, il faut colmater la fuite, ou du moins passer la plaie en combattant les gangs, les groupes armés criminels, je préfère dire. Mais il faut aussi des politiques sociales pour empêcher le renouvellement de ces groupes armés criminels, et parallèlement une réforme du secteur de la sécurité et de la justice en Haïti,
pour qu'après le départ des troupes, qu'on soit effectivement en mesure d'assurer la sécurité du pays et sans l'appui d'une quelconque tierce. Donc c'est ce que le public doit retenir et comprendre. Si je me suis bien fait comprendre, bon oui. Maintenant, parlons de l'histoire des policiers kenyans. On estime qu'ils sont souvent accusés de brutalité dans leurs actions. Est-ce que c'est vrai? En effet. Et Kenya a ce passé-là de violence policière. Et tout récemment, il y a eu des manifestations au Kenya où durant ces manifestations-là, on a pu dénombrer au moins 6 morts en une semaine, je crois, si je ne me trompe pas. Et maintenant, ce n'est pas la brutalité policière qui pose problème en tant que telle, c'est parce qu'il y a plusieurs pays où la police se fait notamment brutale. Et maintenant, c'est l'impunité qu'il y a derrière tout ça. Et le Kenya, tout justement, a ce passé d'impunité face à la violence policière. Maintenant, ça c'est pour le Kenya. Est-ce que le Kenya adopte cette même attitude-là quand il est déployé en mission à l'étranger? Ça, je n'en sais rien. Mais je pense que de ce côté-là, que ce soit les autorités haïtiennes, ou le Conseil de sécurité des Nations Unies, s'il va se prononcer sur la question, il peut toujours fixer un cadre au Kenya pour dire que voilà ce qui doit être respecté et voilà les limites de la mission pour ne pas commettre de telles brutalités en Haïti. Mais ça, c'est le travail des autorités haïtiennes. De fixer le cadre, ça peut être le Conseil de sécurité dans le mandat qui sera attribué à la mission. Et ça peut être aussi du ressort des autorités haïtiennes pour dire que voilà, nous vous invitons à nous donner un coup de main, mais il faut respecter quand même la loi du pays et protéger la population dans ses droits. Qu'est-ce qu'on doit redouter le plus dans l'éventualité d'un déploiement d'une force en Haïti, une force internationale dirigée par le Kenya? Qu'est-ce qu'on doit redouter le plus? Non, comme dans toute intervention militaire, ce qu'on doit redouter, c'est les dommages collatéraux qu'il pourrait y avoir. Pardon. Oui, parce que là, parce que les groupes armés criminels, ils ne portent pas d'uniforme. Ce ne sont pas des groupes conventionnels qu'on peut facilement identifier. Donc, ils sont en civil. Maintenant, tout affrontement sur le terrain, ça peut amener à des dommages collatéraux, comme je viens de vous le dire. Et ça peut être mésinterprété également. On peut, comment dire, neutraliser un bandit et dire que voilà, c'est un membre de la population qui a été exécuté. Et puis, ça pourra faire un tollé et mettre à mal l'image de la mission. Ça. Êtes-vous en train de nous dire que le déploiement d'une telle force ne devrait en aucune façon inquiéter les bandits? Vous dites? Le déploiement d'une telle force ne devrait en aucune façon inquiéter les bandits. Est-ce que c'est ça qu'on doit savoir? Vu la complexité et la configuration des... Non, c'est pas que cela ne devrait pas leur inquiéter parce que déjà, avec le mouvement Bouakale, si je reviens sur ce phénomène-là, il y a, comme on dit, la peur avait changé de camp. Maintenant, n'importe quel... Oui, mais ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Maintenant, cette mission, elle va inquiéter les bandits, mais dans une certaine mesure. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la première mission de paix que va connaître Haïti, encore une fois, s'il y en aura. Et déjà, il y avait la MINUSTAH et les bandits, ils faisaient tête à la MINUSTAH étant bien que mal. C'est pour cette raison que je vous dis que voilà, le problème, c'est un problème armé, certes, de violence, mais aussi c'est un problème social qui doit être réglé par des politiques publiques. Des politiques publiques en matière sociale, mais aussi de jeunesse. Certaines gens pensent que si on doit résoudre les problèmes politiques avant, on prendrait toute une éternité avant de juguler la crise sécuritaire à proprement parler. Non, on peut agir sur l'aide des éléments en même temps. D'un côté, on mène les opérations policières ou militaires, si vous voulez. De notre côté, on met sur pied des programmes de politique publique. Oui, alors,
il y a une auditrice qui m'a demandé de vous poser une question pour elle. Il était question d'établir la différence entre les Kenyans et... Ok, quelle différence y a-t-il entre les Kenyans et les casques bleus? D'abord, les Kenyans, ce sont les habitants du Kenya. Bon, Ce que l'auditrice doit savoir. non, c'est que le Kenya, c'est pas, il manifeste son intention de prendre le leadership de la mission. C'est pas que le Kenya, on parle d'une mission multinationale. C'est pas qu'il va y avoir que des Kenyans, mais il prendra le leadership de la mission. Donc, bien entendu, il va y avoir d'autres pays. Et comme je vous l'avais dit tantôt, l'Union africaine soutient le Kenya en ce sens. Et très probablement, il pourrait y avoir des forces de l'Union africaine aux côtés des Kenyans pour la mise en place de cette mission. Et pour les casques bleus, pour aller dans le sens de la question En de fait, l'auditrice, les casques bleus, elle veut pouvoir établir la différence. Les casques bleus, c'est quand c'est une mission onusienne qui a reçu l'aval du Conseil de sécurité et qui agit sous le drapeau onusien. Maintenant, il peut, comme je l'avais dit tout à l'heure également, ça peut être aussi des casques verts avec l'Union africaine, on ne sait jamais. Bien que l'Union africaine, les forces d'attente de l'Union africaine, elles sont proposées pour intervenir en Afrique, mais l'Union africaine considère Haïti comme, dans la politique de l'Union africaine, tous les peuples noirs du continent américain sont considérés comme étant la diaspora africaine. Donc, en ce sens, on peut venir. Donc, nous sommes de la diaspora africaine. C'est ça dans la politique de l'Union africaine, justement. C'est pourquoi on peut facilement se rendre dans des pays africains sans visa. En tout cas, moi-même, je m'étais rendu là-bas une fois sans visa. Bon, je ne connais pas la politique migratoire ou consulaire pour tous les États africains. Non, ça dépend, ça dépend. Voilà. Oh, l'auditrice a demandé laquelle est plus forte. Non, ça, la question, c'est pas une question de force ou pas, c'est déjà la composition de la mission en termes d'effectifs. Et puis le mandat de la mission, parce que si c'est une mission de maintien de paix, là, rassurez-vous, il ne va pas y avoir d'intervention directe sur le terrain. C'est juste pour... Et maintenant, si c'est une mission d'imposition de la paix, donc là, les militaires, ou du moins les policiers, ils sont autorisés à employer la force ouvertement contre les groupes armés criminels. Et jusque-là, on n'a pas défini s'il s'agira d'une mission d'assistance. Non, ça, il y a du ressort du Conseil de sécurité. C'est ce que je vous dis, on n'a pas encore défini. Voilà. En tout cas, on va revenir un peu plus après la pause pour essayer de mieux comprendre. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on sent en quelque sorte la préoccupation de l'auditrice à travers les questions qu'elle a voulu nous poser. Merci Ricardo Germain, on va faire la pause. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, Ricardo Germain, spécialiste en défense et sécurité. Merci de l'intégrer et à tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est Ricardo Germain, un habitué, c'est lui qui est avec nous matin pour qu'il nous comprendre l'annonce que Kenya fait, côté que l'IDI li paraît pour prendre tête une mission en Haïti. Nous voyons que il y a une pile réaction qui commence à faire, pas seulement du côté des Haïtiens, mais du côté de la communauté internationale. Par exemple, la République dominicaine bat bravo. Abinader, nous connaissons qui tout le temps a prononcé sur la situation haïtienne. Il a dit que Haïti est un problème lié pour lui et pour la région. Les bat bravo. En Haïti, le gouvernement haïtien, à travers le chancelier, le ministre des Affaires étrangères, il réagit tout. Là, moi, je vois que il y a des gens qui disent que Kenya, chaque problème parle
C'est le cas, par exemple, de Claude Joseph, qui sont anciens ministres des Affaires étrangères, anciens premiers ministres, tout. Je dis que ce n'est pas Kenya après la mission, ça parce que Kenya a changé le problème. Il faut commencer à mettre la Kaili d'abord. Le colonel Rébu est intervenu tout matin pour le. Les dit sont en belle blague. Et nos réflexions propres, on s'en fait avec nous là, on dit que Kenya a habitué, participé dans ce type de mission ça déjà, ils ont une expérience avérée, dans ce qui passé la caille par les tout en termes de violence, et ou pas négliger la possibilité pour que gagne dommages collatéraux, chaque fois, comme dans tout pays, chaque fois qu'il y a une intervention d'une force, que ce soit force de maintien de la paix ou bien force multinationale, et toujours bien ça. Haïtiens, grand pile là qui envie de respirer, envie de dire est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça va résoudre le problème? Non. Mais ou même, même si Kenya a pris une force qui en Haïti, ça ne pas dire que le problème nous pas résoudre, ou plus penser que c'est des problèmes, il y a des questions d'ordre social, structurel aussi, qui t'a dû adresser avant même que nous croyons que c'est seulement blanc qui a vu tous les bandits ici, c'est ça qui va résoudre le problème noir. Est-ce que il y a des bagages que moi tiré dans non, justement, c'est moi je bien fait résumer hein. En gros c'est ça, moi dit. Et donc quoi tu réagir encore oui, non alors qui ça manqué? Qui ça nous a ajouté? Non, pour moi tout a été dit. Tout a été dit. Et où était quoi que 1000 policiers que ont voyé en Haïti, enfin, qui ont paré pour voyer, c'est une première étape que la pied. C'est ça. Deuxième étape là, il y a un MP ou bien militaire tout simplement? Non, deuxième étape, c'est que la première étape qui c'est évaluer la situation et en même temps tout conseiller la police là. Mais il y a des gens qui étaient capables de dire que la situation ça tout le monde comme ça déjà? Non, moi sort de ça, c'est que le contexte est évolutif. Non, mais écoutez, dans le moment qu'on a parlé là, je pense que le secrétaire général des Nations Unies a préparé un rapport pour le bail bientôt. Il a préparé un rapport pour le bail, mais même quand, dès qu'il s'agit d'intervention militaire, même si le contexte n'a pas été évolutif, toujours une mission de reconnaissance qui vient faite. Même pour les opérations de guerre, il faut venir compter en mettre là, parce que je viens de dire que Kenya, il dit là pour le leadership de mission, certes, mais Kenya n'a pas passé de partenariat avec Haïti en tant que tel. Et Kenya n'est pas déjà présent sur le terrain. C'est tout récemment là, il a manifesté intention pour l'aider dans la situation, mais ce n'est pas un partenaire de longue date d'Haïti. Est-ce que le fait que Kenya, son pays anglophone, que ça n'a pas représenté un problème? Le Brésil, c'est un pays lusophone. Ça n'a pas posé problème? Pas de poser problème. Et bon, il y a des gens qui pensaient que c'est le Mexique qui était capable peut-être de prendre cette mission, mais le Mexique, son pays hispanophone. Donc, question de langue, non, il n'est pas en barrière du tout, il n'est pas en problème. Il n'est pas en barrière, puis il faut acteurs onusiens, là, c'est des anglophones, c'est des gens qui parlent anglais. Et maintenant, oui, mais il y a des gens qui disent que si M. Kenya a débarqué là et puis gang a dit barré en haut, barré en bas, il ne va pas comprendre? Non, non, c'est que les gens de mission, ça a des éléments de langage que partagent avec les troupes. Il y a des bagailles à apprendre de pays. Donc, c'est qu'on aime passer. Mais quand il y a là, ça, nous sommes capables de dire, alors ça, pour nous comprendre, c'est que ce n'est pas seulement Kenya qui a composé la mission. Donc, il y a l'autre pays. Non, analyse pas. Je me pose une question ça déjà, mais ma pour j'ai retourné sur les. Par exemple, ça n'a vécu là, aujourd'hui, là, en Haïti. Nous avons fait une expérience en 2004, et puis on résout en partie, on retourné, on essayé de Mathéo. Grand pile ici qui était quoi que nous ne pouvons pas prendre bon 6 mois encore dans la même situation ça, nous ne pouvons pas prendre 6 mois, nous ne pouvons pas prendre 1 an encore. Donc la manifestation
de ce déploiement, vous pensez que ce bail qui a pris temps? Moi, je pense que c'est là qui a pris temps. Mais par contre, c'est peut-être la capacité de résilience nous qui mettons là, dans une bac pour un bon 6 mois. C'est qu'en 1996, taux de violence était très considérable en Haïti. 96, vous dites? De 96. Et Prosper Avril écrit sur ça, le livre noir de l'insécurité. Et ça a duré 4 ans, 96 à 2000. Donc, ce n'est pas de même ampleur là. 96, c'est l'époque Jean-Bertrand Aristide, Préval, oui. Non, c'est le premier mandat Préval, 96-2000. Et je crois que des contenants, il y a près de 1500 personnes qui mourent assassinés sur la période ça, de 1996 à 2000. Donc, là, en pile fois, on n'est pas capable encore. Et puis, voilà. Nous arrivons à Kembe? Non, on arrive à Kembe. Donc, ce n'est pas un discours là pour dire population pour le Marie Saint-Île. Non, ce n'est pas ça. Non, nous juste développer un rappel historique, ça, ok? Pour nous dire que déjà, la situation a traversé là, avant même 2004, il y a des situations similaires. Oui, mais si vous procédez par comparaison sur l'ensemble de monde qui mourit de 96 à 2000, et Anissal et Kounila, nettement supérieur. Nettement supérieur, justement. Nettement supérieur, au point où il est capable même de dire que pas de comparaison possible. Justement, comparaison pas gagnant, c'est le fait que économiquement pays en jeune, contrairement avec la période 96-2000 là. Gonditeur qui dit que pas qu'un pays grave que ça n'a vivre là Kounila parce que monsieur a entré dans l'église al pour monde. Il y a cela dit que faut deux bagages. Soit faut résilier pour prendre la rue, je dis à Port-au-Prince. Faut résilier. En effet. Ou bien faut dire que bon, ok, j'en passe le passé. Mais ça me fait, ça me essayer de faire comprendre, pour nous capable de donner pile dans l'histoire. Alors, je ne bien entendu, c'est ça l'histoire rapportée. Sous chute Vincent, Haïtien était estimé que il va bien vivre des situations qui pire. Après départ Vincent. Ok. Par la suite, nous venons du Valier, nous venons tout ça, nous venons là. Donc c'est pour nous dire que si pas un effort qui consenti, ok, bon côté autorité et population en tout, pour le mettre dans la patte là, nous sommes capables d'aller plus loin parce que Haïti est dans une situation pour confronter ça en crise pérenne, ou du moins une situation de conflit pérenne. Donc, situation que si on n'est pas fait, on est capable de rester là net et puis venir tourner en normalité. J'en sais dans des pays comme Somalie ou bien Yémen. Vous pensez que nous sommes sur route là? Si on n'est pas fait, effectivement, nous sommes sur route là. Parce qu'arrive un moment où on est capable de battre nos points de non-retour et puis voilà. Et puis, la situation vient normale? Non, la situation à vivre là, elle ne vient pas être comme situation normale là. Alors, son situation anormale liée, mais elle ne vient pas être, puisque sont constantes liées. Les rythmes ne peuvent jamais résoudre, donc ils vivent dans une situation normale. Donc, on dit même gens, même bagarre avec un cadavre. C'est ça qui arrive, oui, c'est ça qui arrive au Somalie. C'est ça qui arrive au Somalie. Le problème Somalie, on ne peut pas parler de lui encore, mais ce n'est pas résoudre. C'est juste qu'ils vivent dans une situation normale et puis tout le monde vire d'eau, au Somalie, et puis voilà. Donc, on parlait de communauté internationale. Communauté internationale, là, mais ce n'est pas résoudre le problème, c'est ça où il y a un conflit qui pérenne. Donc, Haïti, les sous-routes là, tout justement. En tant que monde qui étudie défense et sécurité, vous pensez que Gonjan pour nous adresser ces problèmes non, Gonjan pour nous adresser ces problèmes non, pour ne pas arriver à un point pour normaliser ça n'a vivre là aujourd'hui? Non, justement, c'est ça que fait nous consacrer. Depuis qu'il y a des efforts consentis, ok, problème nous capables de mettre là au niveau acceptable d'abord. Avant maintenant, nous prenons des mesures sur le long terme pour éradiquer, entre guillemets. Ça que fait me dire éradiquer, c'est parce que il y a deux situations en Haïti. Une alimente l'autre. Ou une situation de criminalité, ou une situation de conflit. Et pas même bagarre là, oui. Une alimente l'autre. Conflit, on est capable d'éradiquer totalement. On est capable d'agir sur facteurs de conflit. Mais criminalité, il y a un pays qui jamais résoudre ça à 100%. Oui, toujours un petit bagage quand même qui voilà. Mais dans Haïti, c'est les deux. Et quand c'est de gain, une alimenter l'autre, j'aime ça de là. Bon, il y a un peu de monde qui a des désaccords lorsque nous dit qu'à un moment donné, la situation était grave, qu'on est là, l'autre monde te dit que était plus grave, parce que ça, qu'on est là, nous avons toujours
Il y a des gens qui ne sont pas jamais d'accord avec lui, eu égard au passé récent que nous gagnons. Par exemple, Haïtien, pendant longtemps, tu es capable de compter sur sa liberté de circuler. Liberté de circulation était pratiquement garantie à travers le pays. C'est-à-dire que tu es sorti là, ou aller côté à l'heure où vous voulez. Mais ça, droit ça, il prend la main. Droit ça, il prend la main. Donc, je ne sais pas comment on peut considérer ça comme normal. Non, ça que fait comme normal, ce n'est pas que ça ne va pas traverser mon nanon dans Shirley. C'est juste que comme son bagage qu'il a, il ne va jamais résoudre. Donc, il vient faire partie du système, là, okay? Sont constamment liés. Donc, voilà. Et c'est comme tu es capable de dire, un monde qui vit avec une infirmité. Donc, les potes, ça, comme tu es capable de dire ça là, infirmité en lila, donc sont les deux liés, mais lila net. C'est situation ça pour nous battre, pour ne pas plonger là-dedans. Genre situation hier aujourd'hui là, ça qu'on niveau penser qu'il était payant? Moi c'est que ça a traversé au moins l'esprit chaque haïtien à un moment ou à un autre, parce que mon côté arrivé donc on sent pas capable encore. Et en même temps tout il y a des gens qui plus courageux par son lot. Qui estime que voilà, c'est là pour le faire ville. Et qui ça le programme Biden a inspiré? Programme Biden, pour moi, son façon, moi c'est une Amérique qui fait une pierre plusieurs coups. Donc son façon pour contrôler la fuite massive des migrants qui gagnent actuellement dans la région, parce que il y a un paquet de gens qui ont commencé à prendre bateau pour gagner côté États-Unis illégalement. Donc à partir du programme, tendance à que chiffre ça a diminué parce que mon a ouais que il y a une possibilité pour arriver aux États-Unis par voie normale. Et en même temps tout, ça permet effectivement de contrôler les gens qui entrent parce que l'entrée par voie illégale, il n'y a pas de gens qui entrent et par voie ça au contrôler. Mais en même temps tout, son moyen pour les États-Unis pour jouer nos main d'œuvre pour deux raisons. Parce que il y a une approche Coupe du Monde là, l'a pas organisée. Donc, il y a une main-d'œuvre considérable, il y a besoin. Mais en même temps, tout États-Unis ont un retard, ils veulent rattraper par rapport à pays Asie du Sud-Est. Pays ça, en termes d'infrastructure, ils sont très avancés. Donc, c'est un pays qui a des villes connectées, des villes ultra modernes. Ce qui n'est pas encore le cas pour les États-Unis, qui sont une superpuissance. Son pays, certes, qui a des grandes infrastructures importantes. Mais comparativement, soit comparé aux États-Unis, on est capable pour un pays tant que Singapour, par exemple, ou bien Corée du Sud. Et donc, avancé, un bel retard. Et les États-Unis, avec Biden, ils voulaient combler le retard ça. Et justement, Biden a un programme dans ce sens là, qui nécessite un peu de main-d'œuvre, dont des main-d'œuvre étrangères. En nous tournant sur Kenya, d'après vous-même, pour qui ça côté nord, États-Unis, Canada et quelques autres pays encore, ils ont refusé, alors qu'à un moment donné, ils étaient très chauds devant Ban. Et pour sentir un petit recul, un petit repli qu'a fait graduel. Pourquoi ils ne sont pas d'accord et que c'est Kenya d'accord? Je vais t'expliquer. Kenya, non seulement, je ne vais pas répéter que son puissance régionale émergente, mais Kenya tout est bâti soft power en son mission de paix. C'est-à-dire que il est toujours intéressé par la question de maintien de paix, son façon pour le vendre tête sur scène internationale, que son pays est contributeur dans causer la paix dans le monde. Maintenant, l'autre gros pays, c'est que il y a d'autres chats à fouetter, il n'y a pas qu'Haïti. Et il y en a, en pile fois, excuse-moi, quelques Haïtiens ont fait, c'est penser que Haïti c'est le nombril du monde, c'est le centre de gravité, donc c'est grande puissance, ils ont un intérêt stratégique particulier en Haïti. Non, ce n'est pas forcément le cas. Parce que ce qu'il y a, pays qui intéressés grande puissance en pile, les grandes crises là-dedans, et avouer des émissaires, c'est numéro 1, vous voyez.
c'est le secrétaire d'État qui déplace en personne, ou bien le président des États-Unis qui déplace en personne qui a résoudre ça. Mais en Haïti, soit après remarqué, depuis quelques temps, les envoyés émissaires Barou, c'est numéro 2, numéro 3, numéro 4. Donc, c'est un problème de second rang. Et pour moi, l'intérêt stratégique là, Haïti pas gagné pour des grandes puissances. Donc l'Europe dit non que nous avons tête nous menti, nous croyons que nous pensons que c'est nous brûle du monde et que toute bagaille c'est Haïti qui gagne mine, c'est Haïti qui gagne pétrole. Donc pour moi c'est. Mais nous pas gagner vrai. Déjà les enjeux géostratégiques en ce sens c'est autour de ça les minerais critiques ou bien terres c'est autour de ça au déroulé. Et ça n'a pas dit en Haïti sans preuve bien entendu, nous dit c'est l'or, iridium non, ça c'est pas vrai. Nous dit c'est l'or, nous dit c'est uranium, tout ça. Bon, bref, ça reste des discours parce que moi-même je n'ai pas eu des éléments en main pour me prouver ou pas ce qu'il y a. Oui, mon dit tout c'est pas vrai. Mais non, par contre, ok, même si tu as gagné, même si Haïti a gagné ça les métaux critiques ou bien les terreurs, un facteur pour nous considérer c'est que Haïti passe si Haïti gagne, il y a une pile probabilité pour la République dominicaine gagner parce que c'est même terre. OK? Donc discours ça me pas quoi parti est là assez versé dans discours ça comme quoi on a des minerais. Et on va permettre contingent long sur partie ça pour développer c'est que de deux même si Haïti a gagné, il faut prendre en compte que Haïti son petite surface liée. Il n'y a pas une grande quantité, contrairement avec la Russie ou bien la Chine, qui sont des vastes pays, côté que les minerais sont capables d'aller sur plusieurs kilomètres à la ronde, ce qui n'est pas le cas pour Haïti. Et en même temps, si Haïti a gagné des minerais, ça veut dire qu'il y a une malédiction pour qui ça. Parce que les gens de minerais, ils n'ont pas préparé pour eux structurellement, ils n'ont pas un État qui est fort, un pays qui est stable, ils viennent exploiter, ils viennent des sources de conflits. C'est eux qui sont homogènes. Parce que tout conflit qui gagne en Afrique, là, en pile fois, enjeu assez autour des minerais. C'est diamant, bois, cobalt, qui faut les Africains, ils ont tout l'autre comme ça. Donc, souvent en Haïti, là, pour qu'on même gagne ça, situation est invivable, dans le point invivable là. Maintenant, imaginons des côtés que tu as des minerais à exploiter, et puis qu'on y a là des groupes armés criminels voulu prendre contrôle de la zone ça pour capable de gagner mise sur minerais. Oui, mais est-ce que malédiction va trop fort? C'est malédiction pas trop ou des signes gagné vraiment c'est d'abord malédiction là si que ou pas l'état qui fort et même j'avais dit que plutôt nous l'aide nous là. Non, c'est pas plutôt nous l'aide pour là non, c'est si seulement si minerais ça existe. Non, on dit que si existe pas de structure, c'est d'abord malédiction. Non, faut construire structure ça déjà pour stabiliser le pays pour aller chercher exploiter parce que soit l'exploiter comme ça là on fait plus de mal que de bien. Parce qu'on parle de trop d'acteurs qui ont besoin d'un contrôle minerais et après pour à tout et même à violence qui est inimaginable pour capable de contrôler les sources de richesse Donc plutôt pas au courant que là, mais plutôt pour moi même plutôt pas au courant et en même temps aussi au là, je pas croire que à eux même seul capable de sortir Haïti dans ça parce que quelle que soit quantité là. Pas une sorte de Haïti pas un gros pays parce que ça. Haïti est un vaste pays. Un pays qui assoit la richesse sur l'exploitation minière. Si on prend le Brésil, le Chili, c'est économie extractive qui gagne en partie, mais c'est des vastes pays. Même je pense que plutôt Haïti comptait sur les ressources humaines. OK? Et investir dans des disciplines qui pointuent pour Haïtiens capables compétitifs sur le marché du travail. Là. Et puis... Donc, vous avez déjà rejeté par avance le monde qui t'a fait quoi que ça que fait le Kenya dit la bin là, c'est parce que les gens ont intérêt. Il y a des bagages qui veulent profiter de lui en Haïti, donc ça, vous voyez ça jeter. Non, pas inscrit maintenant argumentaire ça. Ou quoi que sont question de puissance émergente régionale qui motive. C'est une question de vendre tête sur scène internationale. Pour moi, c'est ça qui motive Kenya en premier lieu. Mais par contre, c'est que quand il y a des intérêts inavouables, dans ce genre de situation, puisque c'est des intérêts inavouables, donc on ne peut pas connaître parce qu'on va dans la cuisine. C'est ça, mais qui intéresse qui ça va capable
intérêt inavouable. Oui, qui ça est capable de comme ça, par exemple? Si ce n'est pas puissance qui a monté, qui a besoin de faire ouais, qui a besoin de prouver force, si ce n'est pas pétrole, si ce n'est pas minerai, c'est ça qui ça? Des fois, c'est quand des contreparties pour les assemblées générales, nous tenons un vote. Alors que nous tenons une voix. Parce que c'est pour retourner ma censure là, je dois pas poser candidature pour telle instance internationale et puis qu'on y a là, je suis capable de compter sur voix haïtien parce que bon, écoute, même avec ma Haïti là. Donc ça, c'est des intérêts des fois qui ne sont pas avoués dans la diplomatie. Bon, je retourne sur une parole que le colonel Rebu dit matin. Kenya, force kenyane dans la tête une mission en Haïti, il faut que ait un budget spécial pour cercueil. Tellement en pile Kenya t'a mouru. Ça pense. Bon, il me rebi c'est militaire libre qui donne le gain et que même pas gagné, OK? Et c'est juste que ma préprendre c'est que Kenya lui fait face à des groupes qui mieux structurés que les groupes en Haïti, OK? Et qui sont des redoutables combattants. C'est capable, par exemple, que c'est les Chebab en Somalie, les Chebab, et puis M23 en République démocratique du Congo. Donc, est-ce que le groupe armé criminel en Haïti a la même capacité avec le groupe Sayo? Je vais arrêter. Maintenant, si. Bon. Comme Rebu, toujours, colonel Rebu, pardon, il est toujours vendre tête comme tacticien. Donc, bon, il va vendre tête, c'est ça lié. Son professeur, tout. Non, moi, je dis vendre tête comme tacticien, et ça, c'est sans entrer dans polémique avec le colonel là. Et effectivement, le colonel là, il apprend tactique, c'est métier ça. OK? Mais à ma connaissance, le colonel n'a pas de aucun champ de bataille. Okay? C'est lorsqu'on champ de bataille qu'on a là, en fonction du résultat, ben, ce champ de bataille là, capable de qualifier de stratège ou de tacticien en fonction de manœuvre de faire. Donc pour moi, le colonel là, effectivement, il a des connaissances avérées en tactique. Okay? Mais thème tacticien, c'est peut-être erroné de l'utiliser. Mais est-ce qu'elle dit ça? Je ne sais pas dire non. Bon, c'est comme ça la presse toujours présentée. Bon, si ce n'est pas lui-même qui dit, mais c'est un thème qui est erroné. Je ne vais pas dire non, je n'ai pas de connaissance dans la tactique. C'est le domaine, c'est champ. Mais c'est l'appellation qui a un problème. Vous se dit là que simultanément et actuellement, il y a des forces kenyanes qui sont déployées dans d'autres pays. Oui, en RDC et puis en Somalie. Donc, vous pensez qu'il y a suffisamment de... Oui. Et puis Kenyato, les présents au Soudan, a fait médiation pour la paix, Soudan du Sud. Vous pensez qu'il y a suffisamment de troupes si ça t'a demandé... Les papes, c'est le contributeur 1. De 2, et parallèlement, il y a la police nationale d'Haïti et éventuellement les forces armées d'Haïti. Donc, ce n'est pas une question de Kenya pour prendre toute charge et la mettre sur le dos. Là, pour le leadership de mission, ça ne veut pas dire que toute poids mission est sur le dos. Donc, on partage une responsabilité, mais il y a l'autre pays contributeur en équipement et en effectif humain. Et si le Conseil de sécurité dit que Kenya a venu, mais c'est en appui à la police nationale? En appui à la police nationale. C'est quand même une mission. Donc, des missions d'appui à la police nationale d'Haïti. Déjà, par exemple, BINU en appui à la police nationale d'Haïti. On y a là, il est capable de toujours remettre en question appui en fonction du résultat qui nous capable. J'ai un résultat représenté. Là, on dit en appui, qui ça veut dire? En appui, c'est-à-dire qu'il doit avoir des missions, il doit avoir consultations avec la police. OK? Il doit avoir son appui opérationnel, côté que je ne vais pas déployer tout mon soutien directement, mais je dois mener l'opération. Je dois mener l'opération. Il doit avoir son appui en matériel, tout bon matériel pour mener l'opération. D'après une image, je vois que Kenya gagne en pile moyens, pas les hélicoptères pour la police, chars et autres. Et pour tête une mission. Est-ce que ça veut dire que des hélicoptères qui viennent en Haïti pour Kenya et des moyens, des blindés et autres?
toujours en appui à la police nationale? Si dans le cadre de mission, son appui en matériel lié, donc très probablement, on doit jouer des matériels, des aéronefs et des blindés, je veux dire. Dans quel sens vous pensez que le gouvernement haïtien a dû orienter demande spécifique dans l'éventualité de déploiement mission ça? Demande spécifique là. Est-ce que par exemple, on a parlé de cadre, il y a quelques instants, le Conseil de sécurité a défini cadre là, autant que l'État haïtien, ou bien, si vous préférez le gouvernement en place, qui a défini cadre là. Mais en même temps, tout, est-ce que le trop tard, si vous voulez, pour le gouvernement a dit, OK, nous avons besoin de force. Tout comme il dit que sont force robuste, qui ont besoin. Est-ce que, je ne dirais pas capable de dire, mais ça, nous avons besoin pendant telle période. Est-ce que pas doué fait ça? Si oui, dans quel sens vous avez orienté? Dans quel sens, c'est d'abord, si orienter mission de telle sorte que s'il y a des opérations, c'est des opérations conjointes, ce n'est pas des opérations unilatérales, mais qui seulement sous des capables de dire responsabilité et force multinationale là. Il faut que la police là et même l'armée d'Haïti impliquée dans la conduite d'opération ça. Et d'abord ça, et puis de deux, c'est maintenir formation, programme de formation au sein de la police nationale d'Haïti, parce que pour moi-même, c'est un cursus qui mérite de renforcer, parce que et pas même défi depuis les polices ont été créées, donc que c'est dans ce sens ça faut le renforcer. Et là, nous allons aller plus loin pour nous dire qu'effectivement, il faut qu'il y ait une réforme qui est faite dans tout secteur de sécurité en Haïti. Et pour moi, c'est là que le gouvernement est capable de faire des demandes spéciales. Et puis, en même temps, tout, et parallèlement, solliciter à ce que mission A soit une mission multidimensionnelle. Multidimensionnelle, ce n'est pas seulement venir combattre le groupe armé, parce qu'il y a l'autre enjeu sur le terrain. Il y a une organisation élection, bien entendu, il y a une élection pour organiser, et il y a des armements pour faire tout. Parce que si on combat gang là et puis les amis là, on a une autre génération gang qui a venu, qui a hérité de armes, qui a toujours des situations. Donc, il y a l'autre enjeu, effectivement. Et là, pour moi, c'est. Jean pour mission à définir, ça doit être une mission multidimensionnelle. Intégrée et multidimensionnelle. OK. Vous avez un mouvement La Paix qui est initié. Vous avez débat ça? Mouvement La Paix qui au niveau des chefs de bande des groupes armés qui annoncent qu'ils ont fait la paix entre eux. Vous attendez ça? Coïncidence, c'est que c'est pendant l'annonce là, si ça a annoncé. Non, précédemment. Mais en pile fois, tout, la paix au fait aussi faute de munitions dans les deux camps. C'est comme un cessez-le-feu. Mais de toute façon, monsieur a annoncé qu'il a fait la paix. Je ne pas dire ça non, mais en pile fois tout, c'est munitions pas des deux côtés et puis une campé bataille là et en même temps tout. Et si il y a la paix faite entre gangs, ce n'est pas la première fois que ça fait, c'est des processus de paix qui sont toujours précaires. Un simple petit élément capable de briser le processus de paix. Parce que pas vraiment fait son base de dialogue pour chaque gang, chita vraiment discuter sur l'intérêt, donc mais pour qu'il ne pas attaquer l'autre. Donc, en pile fois, c'est un paix qui est précaire. Est-ce que, bon, même si c'est précaire, est-ce que les patas donner lieu à d'autres efforts pour consolider paix et même profiter de ça pour... Consolider ces désarmements. Ok. Donc, pas gagner la paix sans désarmement, selon moi. Pas la paix sans désarmement. Depuis que je gagne des armes, parce que ça qui passe, un processus de paix, par exemple, banal avant, une discussion femme capable de briser un processus de paix. Tel gang doit remettre avec femme, tel autre gang, et puis jalousie, et puis... un bagage banal seulement et puis gourmet reprendre sans pas un grand enjeu qui gagne pour contrôler le territoire, donc tout autant gain zam, ok, et pour processus de paix il pas jamais donc ou pas quoi dans la parole de ces derniers jours on était capable juste parler de une sorte de cesser le feu mais paix pas trop noble, il y a trop noblesse dans le terme. Voilà, parce que le contentieux n'est pas vidé, à ma connaissance, donc pas qu'à parler de paix.
De content, oui, participation matin dans l'émission. Merci infiniment pour la disponibilité. C'est un plaisir pour moi, Wendell. Donc c'est toujours un plaisir pour moi pour me participer à vous dans l'émission Le Point pour me faire part de peu de connaissances dans le domaine et puis commenter l'actualité. Merci encore une fois. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Ricardo Germain était notre invité ce matin. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Passez une bonne journée, une bonne semaine avec Métropole. Et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto.